Et c'est reparti. J'espère que vous avez eu le temps de prendre un dernier café avant la fin de la matinée ou déjà commencer à déjeuner. On retrouve Pascal Mériot pour cette dernière table ronde sur le manga. Il est accompagné d'Adja Jacon, cofondatrice de Rue de Sèvres, d'Océane Arnold, assistante éditoriale chez Dupuis-Vega, et Mehdi Benrabah, directeur éditorial de Pika. Bonjour. Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais commencer encore une fois avec Pascal. Comment ça se passe le manga dans votre pôle? Est-ce que vous le considérez? Est-ce que vous le traitez? Ou est-ce que c'est autre chose? Effectivement, le pôle s'appelle Pôle BD Amiens Hauts-de-France, donc autour d'un festival, autour d'un département éducatif, d'une logique de ressources et d'une maison d'édition jeunesse. Mais dans nos têtes, le manga, c'est juste une question d'endroit de production. On est dans de la narration séquentielle, comme dirait Scott McCloud, à partir d'images fixes dessinées, volontairement juxtaposées. C'est la définition que l'auteur de L'Art Invisible a essayé de donner de ce qu'est la bande dessinée. Donc que ce soit du comics, des historietas au Mexique, ou que ce soit de la bande dessinée fabriquée au Japon ou en Corée du Sud pour les manhwas. Pour nous, c'est la même chose. Et non seulement c'est la même chose, mais en plus, on y met un accent particulier en termes de département éducatif, puisque c'est un des objets livres actuellement qui permet à des jeunes lecteurs, à des préados, à des ados, de garder un lien avec le livre. Parce que c'est presque une question existentielle qu'on pourrait se poser dans le monde de l'image numérique, du flux continu, là, j'ai le geste, de nos smartphones, des tablettes, des écrans. Est-ce qu'il y aura une pratique de la lecture avec des objets, avec du carton, même souple, autour dans les années qui viennent? Le manga est une des façons multiples d'aller vers le livre, vers tous les livres. Donc oui, pour nous, le manga, c'est complètement de la bande dessinée. Il ne s'agit vraiment que d'origine de production. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sans spoiler vraiment la fin, on aura aussi l'occasion de parler de la version encore après, du webtoon avec Mehdi. Agathe, alors... Vous ne faites évidemment chez Rue de Sèvres pas que du manga, mais vous vouliez quand même nous parler un petit peu d'un lancement assez intéressant. Alors bonjour, merci de votre accueil, bonjour à tous. Alors je vais déjà peut-être vous redonner un petit peu le contexte de ce qu'est Rue de Sèvres, parce que vous allez voir que ça va avoir un lien avec ce que je vais dire juste après. Rue de Sèvres, c'est la filiale du groupe L'École des loisirs dédiée à la bande dessinée. Donc bande dessinée pour les grands, mais également pour les jeunes, bien sûr, étant donné la maison dans laquelle on est né. Donc Rue de Sèvres vient de fêter ses 10 ans en 2023 avec diverses festivités. On a quelques bonnes nouvelles encore à vous annoncer pour 2024. Alors, je commence par une petite parenthèse, peut-être qui ne vous a pas échappé, qu'on a lancé l'année un peu en fanfare avec la série Seul, qui a rejoint notre catalogue. Donc, la série aux plus de 3 millions de lecteurs qui frémissent en tournant les pages de ses albums et qui revient en librairie avec le tome 14 et un petit résumé. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment bande dessinée jeunesse. Et évidemment, quand on est éditeur de bande dessinée aujourd'hui, comme l'a dit Pascal, on ne peut pas ne pas se poser la question du manga. Voilà, c'est de la bande dessinée vraiment plébiscitée par les jeunes lecteurs. Donc, quand on s'intéresse aux jeunes lecteurs, forcément, on se pose cette question. Et ça fait un moment qu'on se posait la question chez Rue de Sèvres de se positionner, enfin de proposer du manga, mais il n'était pas question pour nous de proposer quelque chose qui existe déjà, que d'autres éditeurs font déjà très bien. Donc voilà, ce qui nous intéressait, c'était de trouver du manga pour les jeunes lecteurs, donc à partir de 7-8 ans. Pour ça, il fallait qu'on ait le bon éditeur pour animer cette proposition. Et ça s'est passé, comme souvent, avec une rencontre, une double rencontre, même je dirais, puisqu'on a un duo d'éditeurs qui anime cette nouvelle collection qui va donc être publiée chez Rue de Sèvres à compter du mois d'avril. C'est une collection qui va s'appeler Le Renard Doré et qui est animée par Michael Brun-Arnaud, qui est auteur à l'École des loisirs d'une très bonne série de romans qui s'appelle Les Mémoires de la forêt et qui, dans une vie précédente, a été libraire manga. Donc il y a évidemment la passion de cette forme et qui est associé à Rémi Inghilterra, qui lui était enseignant en primaire, donc qui connaît très bien en fait les lecteurs auxquels nous souhaitons nous adresser, et qui est à côté de ça chroniqueur manga, passionné de manga aussi, évidemment. Donc voilà, donc c'est ce duo qui s'est attelé à cette mission ambitieuse que de proposer des récits d'auteurs japonais qui n'ont pas encore été proposés en France, avec l'ambition de réunir finalement les parents et les enfants autour de récits qui plairont aux deux, puisque on le sait tous, maintenant depuis 81, on a quand même toute une génération de parents, de médiateurs du livre, d'enseignants qui ont grandi avec l'esthétique japonaise, qui connaissent le manga, qui l'apprécient et qui seront heureux de pouvoir le partager avec leurs enfants sur des récits aux histoires
évidemment adapté pour des jeunes lecteurs et avec des graphismes soignés également. Petite précision, chez Rue de Sèvres, on a une stricte limitation de notre nombre de publications. Donc évidemment, là aussi, on va grandir un petit peu notre production. On va arriver à 50 titres par an, mais pas plus d'une dizaine de titres dans cette collection Le Renard Doré, à compter du mois d'avril, pour pouvoir les défendre avec attention chacun d'entre eux. Et donc je vous propose de découvrir la façon dont Mickaël et Rémi ont travaillé à la sélection des titres, qui évidemment est le cœur du sujet, n'est-ce pas, quand on lance une collection, à travers une courte vidéo. Ah, je précise quand même juste une chose avant de les faire parler, quand même, j'allais oublier l'essentiel, je voulais quand même vous le montrer, voilà, en avant-première, notre premier titre de cette collection. Donc il y aura 3 titres au mois d'avril, La forêt magique d'Oshigahara. Comme vous le voyez, on a de Isae Iwaoka. Donc, comme vous le voyez, nous avons opté pour de beaux objets, avec l'idée, comme pour la bande dessinée, que la forme met en valeur le fond et que le manga mérite aussi un beau papier, de belles jaquettes et de grands formats. Voilà. Et je laisse la parole à Rémi et Mickaël dans une courte vidéo. Je suis Rémi Aguiltera, directeur de la collection Le Renard Doré. Je suis Mickaël Brun-Arnaud, je suis auteur de littérature jeunesse et conseiller éditorial pour cette collection. L'idée de la collection Le Renard Doré est de créer une collection manga à destination de la jeunesse, des enfants et des adolescents. On est 40 ans après la première apparition des mangas en France et aujourd'hui ce qu'on veut faire c'est essayer de rassembler de jeunes lecteurs qui vont découvrir le manga et à la fois avoir des œuvres qui puissent être partagées entre les parents et leurs enfants, leurs professeurs, avoir des mangas qui rentrent à l'école. On cherche à avoir des œuvres avec des messages porteurs, de messages magnifiques et qui vont traverser le temps. Pour sélectionner les titres, d'abord on se laisse aller souvent au coup de cœur graphique et ensuite on plonge dans les histoires. Il y a les mangas qu'on trouve dans des magazines de prépublication, comme c'est la norme assez classique au Japon. Et il y en a d'autres qu'on a dénichés qui sont par exemple prépubliés d'abord sur Instagram. Cette collection, c'est une collection qui est basée sur l'échange entre deux personnes avec deux sensibilités différentes. Moi, en tant qu'auteur, je vais chercher la narration, je vais chercher l'émotion derrière l'histoire. Rémi va chercher des coups de cœur graphiques, un découpage, des mises en scène qui, pour lui, sauront toucher, émouvoir. Et en fait, en ça, on se complète très très bien et c'est des discussions passionnantes finalement que de choisir les titres. Bon, je pense qu'il n'y a pas de plus beau moment que de découvrir ensemble une pépite et de savoir qu'on va pouvoir la présenter à d'autres personnes. C'est vraiment un sentiment très particulier. Quand il y en a un de nous deux qui déniche un titre, on le présente, déjà on est fiers d'avoir trouvé quelque chose, on le présente et puis on en discute, on va assez loin dans la discussion justement pour voir qu'est-ce qui est important dans ce titre, qu'est-ce qui risque de toucher le lectorat français, qu'est-ce qui peut être compliqué. L'une des grandes forces de l'école des loisirs et de Rue de Sèvres, c'est de publier des histoires qui traversent le temps et les générations. Et c'est avec cette même exigence qu'on a voulu chercher des histoires qui ferait la même chose dans le milieu du manga. On aura 3 belles histoires pour nous accompagner dans un premier temps de l'année. L'histoire d'un ours qui cherche ses semblables, l'histoire d'un jeune garçon qui collecte les rencontres et les âmes, et l'histoire d'une grand-mère et de sa petite fille dans un quotidien extrêmement réconfortant dans les années 70 au Japon. Ces 3 titres sont importants pour nous parce qu'ils marquent directement tout ce que nous voulons faire dans la collection et toute la largeur de palette émotionnelle graphique qu'on peut se permettre avec Le Renard Doré. Trop bien, génial. Alors, ce qui est super en plus, c'est que là, on permet aussi à des libraires de plus hésiter sur est-ce que ce manga est adapté à un jeune public, est-ce qu'il y a trop de violence, qui est des questions qui sont quand même assez récurrentes, j'ai l'impression. Exactement. Voilà, en tant que parent, lecteur, c'est pas toujours évident de décoder les propositions manga. Donc là, Le Renard Doré, ce sera garanti sans violence gratuite, évidemment sans représentation sexuelle trop crue pour des jeunes lecteurs et vraiment adapté dès le CE1, CE2 sans difficulté. On passe à la partie un petit peu plus classique, j'ai envie de dire, de Rue de Sèvres, avec différents titres BD franco-belge classique. Voilà, alors le deuxième axe dont j'ai choisi de vous parler ce matin, c'est un axe autour de la non-fiction, puisque la BD comme instrument de savoir a largement fait ses preuves sur ces dernières années. Et on le sait, de plus en plus de lecteurs ont plaisir à apprendre aussi à travers la narration en bande dessinée. Donc je voulais vous parler de 2 albums qui paraîtront au mois d'avril, qui ont comme point commun d'associer un expert d'un sujet
ô combien crucial dans notre société actuelle, avec un auteur bien rodé à la narration en bande dessinée. Donc le premier, ce sera autour de l'histoire des religions, un projet signé Frédéric Lenoir, donc, qui est philosophe, sociologue, qui anime de nombreux ateliers dans le monde scolaire. Il y a une association dédiée à cette activité. Et qui nous a proposé, tenez-vous bien, une autobiographie non officielle de Dieu. Voilà, donc c'est Dieu lui-même qui va nous raconter comment, à travers les âges, depuis la préhistoire, les conditions sociales, culturelles des hommes ont peu à peu construit la notion de sacré et les liens qui se tissent entre qui existent entre les différentes traditions religieuses. Voilà. Donc c'est passionnant et vraiment très bien évidemment documenté, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est mis en image par Anne-Lise Combeau, qu'on avait découvert chez Rutsev dans la série Philo Comics, et donc qui a le grand talent de savoir ajouter une bonne touche d'humour, car elle a la conviction qu'avec un peu d'humour, on retient mieux. Ouais, voilà. Elle a toujours cette notion d'humour qui fait du bien quand même. Voilà. Donc ce sera Sacré Dieu, voilà. Donc toute l'histoire des religions, n'ayons pas peur, en à peu près 200 pages, voilà, au mois d'avril. Assez ambitieux aussi, un ouvrage sur plutôt la biodiversité. Absolument. Alors peut-être avez-vous entendu parler ou pas de Bruno David, qui était jusqu'au mois d'août dernier directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc il est naturaliste, paléontologue. Il a écrit un essai qui s'appelle « À l'aube de la 6e extinction », voilà, qui est passionnant déjà, et qui a le mérite de vraiment synthétiser un peu toutes les problématiques auxquelles malheureusement notre monde fait face aujourd'hui en ce qui concerne la biodiversité, et pose la question de est-ce que la 6e extinction dans laquelle a priori les scientifiques s'accordent à dire que nous sommes entrés est totalement réversible, est-ce qu'elle est atténuable ou pas, et comment est-ce que la société des hommes a encore une capacité d'action sur cette tragédie. Et c'est donc associé à Simon Hureau qu'on va pouvoir redécouvrir cet essai. Alors quand on a proposé ce projet, quand Nadia Gibert, éditrice du projet, a proposé ce projet à Bruno David, il était assez surpris qu'on puisse traduire des données scientifiques assez complexes en bande dessinée. Et quand il a découvert le dessin de Simon Hureau, il s'est dit « Ah mais oui, c'est en fait un dessinateur naturaliste et il est tout à fait adapté à traduire son propos dans des pages de bande dessinée qui sont d'ailleurs faites à l'aquarelle, en couleur directe, vraiment avec toute la force de ce que peut être la création de bande dessinée franco-belge. Donc voilà, ce sera en avril aussi et ça s'appelle « Le vivant à vif ». Voilà. C'est intéressant, on en parlait déjà tout à l'heure sur le premier plateau de cette importance qu'a pris la BD documentaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est sur une part de marché qui se crée ou qui prend des parts à un autre type de BD qui serait plutôt de la création d'histoires pures ? Alors, bon, difficile de répondre de façon complètement certaine. Évidemment, l'intuition qu'on a, c'est quand même qu'on a un nouveau lectorat. C'est d'ailleurs ce que l'étude du SNEBD de l'année passée tendait à montrer, qu'on a quand même un lectorat de gens qui lisaient des essais, qui lisaient de la littérature, beaucoup de femmes qui viennent à la bande dessinée grâce à ces sujets. Et aussi, une autre remarque que je me faisais en préparant ce webinaire, c'est que, par exemple, à l'aube de la 6e extinction, ça s'est vendu à 250 000 exemplaires dans le rayon essai. Est-ce que nous qui sommes plongés dans le milieu BD, est-ce qu'on en avait cette intuition-là ? Non, pas du tout. J'avais aucune idée du niveau des ventes d'un essai. Et je me dis, il y a quand même des cloisons encore entre certains rayons. On a certes des personnes qui passent de l'un à l'autre, mais il y a vraiment des sujets qui sont traités dans un rayon de la librairie qui peuvent être amenés aux lecteurs de bande dessinée à travers ces nouvelles propositions que l'on fait et dont le succès est effectivement avéré. Voilà, on sent qu'il y a un lectorat avide de connaissances. Oui, tout à fait, avec le succès encore fracassant de Le Monde sans fin. Voilà, quand évidemment même. Passionnant et très, très bien réalisé. Vous êtes venu avec plusieurs ouvrages qui sont plutôt, il me semble, par contre, là, justement, des ouvrages un peu de création d'histoire. Absolument. Alors là, je vais refaire peut-être un petit lien avec le manga, puisque les créateurs dont je vais vous parler aujourd'hui, ils sont aussi nourris de culture manga, mais pas que, de comics, et bien sûr de franco-belge. Et ils ont créé il y a 15 ans, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est pour fêter, parce que cette année, nous allons fêter les 15 ans du label 619. Donc le label 619, c'est une collection qui est née d'abord au sein des éditions Ankama, qui a pris son indépendance en 2019 et qui a rejoint les éditions Rutsev en 2021.
qui a été fondé par Ron, un auteur-éditeur, qui est l'auteur de la série Moutafoukaz, qui existe toujours sous la forme, qui est prolongée dans un nouvel arc narratif MFK2 actuellement chez Rue de Sèvres. Et Ron, pour reprendre ses mots, dit que le label 619, c'est avant tout un état d'esprit. Donc c'est la volonté d'aborder des sujets solides, des sujets de société, des questions contemporaines, mais sous le couvert du divertissement et du vrai fun. Voilà, il ne faut vraiment pas qu'on s'ennuie dans les histoires. Et d'ailleurs, en général, ça pétarade et on ne s'ennuie pas dans les bandes dessinées du label 619. Donc le label fête ses 15 ans cette année et ce sera l'occasion de les voir lors de différents événements. Ça commencera l'année prochaine, dans 10 jours au Festival d'Angoulême. On aura un corner dédié à toute cette collection, avec des goodies, on pourra se faire tatouer par Kougoumeni, une des autrices de la collection, etc. Donc ça va être assez chouette. Et je laisserai la parole à Pascal à la fin, puisqu'il aura aussi des petites choses à vous annoncer autour du label. Et je voulais quand même, donc, en dehors de vous annoncer ces 15 ans, vous donner un petit peu l'actualité du label 619. Alors, l'actualité du label 619, c'est la nouvelle série de Florent Maudou. Florent Maudou, qui est un des 4 auteurs qui sont aujourd'hui aussi éditeurs du label 619. Donc Run, je l'ai cité, Florent Maudou, Guillaume Singelin et Mathieu Bablet, dont on ne présente plus le travail non plus, sont à la fois auteurs et éditeurs au sein de cette collection. Et donc, le Cloud qui vient de paraître en librairie est un exemple parfait de ce que propose le label, à savoir, on est dans une histoire post-apocalyptique, où on suit le fascinant personnage de Funérailles, qui a vécu déjà moult apocalypses, mais qui sait bien qu'il y a toujours une solution. Voilà, et qui cherche donc l'élu qui pourra peut-être aider l'humanité à sortir du Moyen-Âge dans laquelle elle est revenue. Et c'est à travers le personnage de la jeune Isatis qui cherche des histoires, qui cherche la connaissance, que le salut semble pouvoir venir. Donc vous voyez bien ce que je soulignais, une réflexion à la fois vraiment sur ce qu'est la littérature, ce qu'est la connaissance, sous une histoire vraiment pleine de divertissement, de combat et de fun. Avec une couverture, je ne sais pas si on voit un peu qui brille. En colfoil. Voilà. On n'avait jamais fait celle-ci encore. Ils sont très créatifs aussi en termes de fabrication et c'est vraiment un plaisir. Voilà, on parlait de livres-objets, de formes qui rend honneur au fond. Et bien là, on est gâtés. Voilà, c'est Florent Maudou qui était l'auteur de la série Freak Squill, qui a aussi marqué un certain nombre de lecteurs il y a quelques années. Et pour conclure sur le label 619, c'est bien sûr aussi l'actualité, c'est bien sûr celle de Frontier, donc de Guillaume Singelin, un album qui est paru en 2023 et qui a été particulièrement remarqué, puisqu'il a été couronné du prix Landerneau, par exemple, du prix BD Geste. Enfin voilà, il a eu un certain nombre de prix ont eu la gentillesse de souligner son travail. Et Frontier, c'est une histoire de collaboration dans l'espace, voilà, avec à la fois des thèmes assez désespérants, mais aussi de l'espoir. Et on en a besoin, n'est-ce pas, en ces temps bien chahutés. Et donc, on aura le grand plaisir d'avoir une exposition autour du travail de Guillaume Singelin à Amiens. Donc, je passe la parole à mon camarade. Hasard complet. En effet, chaque année, les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens confient à un auteur. On a un processus électoral extrêmement complexe, à côté duquel l'arrivée des nouveaux papes passerait pour une aimable plaisanterie, mais avec une cellule artistique. Et donc, cette année, le choix s'est porté sur Guillaume Singelin pour l'affiche. Et à notre grand plaisir, il a accepté. On lui consacrera une exposition également au sein de la Halle Fraissinet pendant un mois entier, parce que le Festival d'Amiens a une particularité, c'est de durer tout un mois avec un temps fort avec des auteurs, 2 week-ends en mode muséal et un 4e week-end, cette fois-ci coproduit avec des maisons d'édition. Et puis il se trouve qu'entre les propositions éditoriales des uns et des autres et nos préoccupations en tant que citoyens, on aura également une exposition collective, cette fois-ci consacrée à la question du rapport entre la bande dessinée et l'écologie, se posant la question en substance de savoir si la bande dessinée n'était que punitive lorsqu'elle parlait de ces questions environnementales, ou s'il y avait des pistes et des espoirs. Et on va plutôt essayer de travailler sur cette dimension-là, à la fois sur la transmission vers la jeunesse, et puis également la capacité, y compris pour les visiteurs, à calculer leur bilan carbone lorsqu'ils traversent l'exposition. Ah bon? Incroyable. Merci beaucoup. On passe au full manga avec Océane. Océane, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Alors bonjour, merci de me recevoir déjà. Donc moi je vais vous présenter quelques nouveautés 2024 qui sont un peu nos enjeux de cette année. En commençant directement par The World is Dancing, qui est déjà sorti le 5 janvier en librairie
et qui est un manga qui sera terminé en 6 tomes que vous pourrez retrouver toute l'année. Et qui parle de la vie de Zeami, qui est le fondateur historique du théâtre No. Donc Zeami, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la personne qui a écrit environ 90% des pièces qui sont encore jouées actuellement au Japon dans le théâtre No. Et pour vous donner un ordre de popularité, c'est la même popularité, il est aussi connu que Molière est connu en France, au Japon. Donc voilà, on va retrouver Zeami dès l'enfance dans ce manga. Donc dans ce premier tome, on va retrouver Zeami en tant qu'enfant, jeune garçon, sous le nom de Onihasha. Et Onihasha, c'est un jeune garçon qui a grandi dans une troupe d'acteurs et son père lui-même est le chef de troupe et très, très apprécié du public. Mais lui, il passe vraiment son temps à danser sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment avoir de passion pour la discipline, jusqu'au jour où il va rencontrer une dame assez misérable qui s'adonne à une danse assez maladroite en fait. Et ça va profondément le toucher et marquer un tournant justement dans sa passion pour la danse. Ça va vraiment, il va découvrir à travers cette danseuse et la danse la grâce, telle qu'il va l'appeler. Et on va le suivre tout au long du récit justement et voir sa passion se développer. Il va commencer à avoir une réflexion sur le mouvement, sur la forme et sur l'utilité du corps humain en fait. Donc voilà, il va se dire si les oiseaux ont des ailes pour voler et les poissons des branchies pour respirer sous l'eau, mais à quoi sert le corps humain ? Quelle est l'utilité de sa forme ? Et il va en conclure, lui, que l'utilité de sa forme à lui, c'est de danser. Donc voilà, on va le voir évoluer dans ce milieu-là. Faut savoir que The World is Dancing, c'est un titre historique qui est assez poétique, qui est très onirique et très très beau. C'est à la fois pour les non-initiés et ceux qui s'intéressent à la culture japonaise, mais le théâtre No, c'est pas forcément une discipline qui est très connue, même si de plus en plus de monde connaît maintenant. Mais il y a tous les éléments dans le récit pour passer une bonne lecture sans se dire qu'est-ce que c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est à la fois pour les gens qui s'intéressent à la culture japonaise que pour ceux qui veulent juste passer un bon moment à lire un bon manga historique, sachant qu'à la fin de chaque manga, chaque tome, il y a une rubrique qui va parler un petit peu du théâtre No et des personnages historiques qui apparaissent dans le manga. On a vraiment voulu aussi rendre le théâtre No le plus accessible au grand public. On a fait appel à une spécialiste qui s'appelle Véronique Brindot, qui est spécialisée dans le théâtre No et qui a écrit un texte à destination de la presse qui accompagne la sortie de ce manga, qui explique de manière très brève et très accessible ce qu'est le théâtre No, les caractéristiques et surtout l'importance de Zeami dans cette discipline en fait. Donc voilà, c'est un très très beau manga aussi qu'on a décidé de mettre en valeur grâce à un format un peu plus grand que la forme originale. Donc voilà, pour bien mettre en avant la qualité graphique qui est absolument fabuleuse. Et donc voilà, vous pouvez déjà le retrouver dès maintenant en librairie pour celui-là. Je vois que Mehdi approuve. Oui, en fait, c'est un titre de l'éditeur Kodansha, je crois, au Japon, que j'avais déjà vu passer. Et on s'est posé la question également. C'est vrai que la thématique est traitée de façon abordable, moderne, je trouve. Donc ça a l'air d'être un très bon choix pour le public français. Génial. Alors, le second est un petit peu différent. Il s'agit de Cicatrice. Oui. Alors, Cicatrice, la particularité de ce manga, donc déjà, c'est un manga qui va sortir en fin de semaine. Donc, on pourra retrouver en librairie le 19 janvier. Et c'est une création Vega Dupuis. Donc, on a travaillé avec un auteur qui s'appelle Brandon Arias, qui a donc scénarisé et illustré ce super manga qui sera en 5 volumes. Et qui parle d'un jeune garçon qui est couvert de cicatrices et il a une grosse cicatrice sur le visage qui est très voyante. Et donc quand il va retourner au lycée, il va se faire harceler pour cette différence-là. Et il va rencontrer une jeune fille aussi qui est harcelée aussi pour ses différences à elle. Ils vont se lier d'amitié, puis tomber amoureux. Ils vont décider de s'enfuir ensemble à cause de leurs difficultés justement. Mais voilà, c'est un récit extrêmement beau, extrêmement touchant. Ça a à la fois des côtés durs de par les sujets abordés, mais c'est abordé de manière très douce grâce justement à la relation des deux personnages principaux qui tombent amoureux. Mais voilà, ça aborde quand même des sujets importants tels que le harcèlement, les violences domestiques, la transidentité, bien sûr l'amour et l'amitié. Mais voilà, si vous voulez
si vous voulez avoir un bon récit, voilà, une petite série mais qui parle de sujets impactants et vraiment touchants, je vous recommande Cicatrice. Ouais. Avec une couverture aussi assez originale pour le format manga, assez chiadé, je trouve, par ailleurs. Oui, en aquarelle, c'est très fin, très joli. Alors, la suite, il s'agit d'une sorte de copublication un petit peu spéciale. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, c'est une sortie juillet, donc on part un peu plus loin dans l'année. Et donc oui, en effet, donc là, c'est une double sortie. Donc c'est deux ouvrages qui vont sortir en même temps. Merci. Je vais commencer par le manga. Donc le manga, c'est Super Beast qui va sortir donc en juillet, comme je l'ai dit précédemment. On est plongé dans un univers sur une île où donc l'île est attaquée par des chimères qui sont donc des créatures gigantesques sous forme animale, et donc c'est parfois des animaux fusionnés qui ont chacune donc les chimères leurs caractéristiques. Contre ces chimères-là, il y a une organisation qui va les combattre, donc les étudier pour mieux les exterminer, qui s'appelle la mairie. Et donc voilà, l'association va combattre ces chimères pour protéger l'humanité. Et donc la particularité de ce manga, et ce pourquoi on l'a fait en double sortie, c'est que d'habitude, quand un manga a du succès, les éditeurs ou autres vont développer des produits dérivés par rapport à l'univers du manga, donc des goodies, des porte-clés, etc., mais aussi des livres, dont des artbooks. Mais la particularité de ce manga-là, c'est que l'univers du manga vient de l'artbook. Merci beaucoup. Du coup, on a décidé de sortir l'artbook qui a inspiré le manga, simultanément au tome 1. Donc l'artbook qui va sortir dans notre collection Alpha. La collection Alpha, c'est notre collection un peu beau livre, donc des mangas plus arty, en grand format, avec une fabrication un peu plus travaillée, etc. Donc voilà, c'est illustré par un artiste qui s'appelle Toy et qui nous présente sous forme de documents confidentiels des fiches sur les différentes chimères et donc leur particularité. Merci. Pardon. Merci, c'est gentil. Donc voilà, des cartes, donc des fiches sur les différentes chimères et leurs particularités. Et donc ça pourrait très bien être des documents confidentiels que possède l'association La Mairie pour les étudier. Merci beaucoup. C'est assez fréquent de faire des copublications comme ça. Comment on vend une double publication ? Alors, c'est pas si fréquent que ça. Alors, il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça pour des lancements en général. Donc, en général, c'est plus lancer 2 tomes en même temps pour permettre aux lecteurs de rentrer plus profondément dans l'univers. Nous, c'est ce qu'on s'est dit aussi, c'est que ça permettrait donc aux fans du genre, parce que le genre kaiju, donc les kaiju, c'est des créatures gigantesques combattues par l'humanité. C'est déjà un genre qui se développe et qui est présent dans déjà plusieurs mangas connus sortis en France. Donc aux fans de ce genre-là, de se procurer un artbook détaillé sur ce genre de créatures-là, mais aussi ça permettrait à ceux qui ont apprécié le manga de rentrer plus profondément dans l'univers et avoir plus de détails sur les créatures combattues qui seront présentes tout le récit, en fait. Ouais, quelque chose d'assez complémentaire, finalement. Oui, tout à fait. Alors, on parle souvent aussi, alors j'imagine que les libraires et les gens qui nous écoutent sont de plus en plus adeptes de tous ces termes, mais quand même, peut-être, c'est important de revenir. On parle souvent de shoujo ou shouju, même peut-être que j'ai malheureusement pas la bonne prononciation. Est-ce qu'on peut redéfinir très rapidement un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. Alors, donc il y a 4 catégories principales. Donc il y a shoujo, shonen, seinen, josei. Alors ça vient de la langue japonaise, bien sûr. Donc ça veut respectivement dire shoujo, jeune fille, shonen, jeune garçon, seinen, jeune homme, josei, jeune femme. Maintenant, en 2024, à l'époque, c'était vraiment pour cibler un type de lectorat. Aujourd'hui, en 2024, c'est plus qu'une étiquette, vraiment plus pour guider les libraires dans les rayonnages, pour le rangement du rayonnage, ou alors pour guider éventuellement les non-initiés qui veulent faire des cadeaux, qui ne s'y connaissent pas spécialement, ou alors
qui veulent juste se lancer dans la lecture du manga. Donc par exemple, les seinen josei, ils sont plus connus pour être des mangas un peu plus complexes, un peu plus pour adultes, dans le sens où parfois ça peut être plus violent, plus trash. Donc par exemple, si le lecteur est plus jeune, on va plus conseiller du shoujo shonen, mais bien sûr, voilà, encore une fois, aujourd'hui, c'est plus du tout pour cibler un lectorat, c'est vraiment juste une étiquette. On ne peut pas vraiment définir chaque catégorie parce que en fait, chaque catégorie possède des genres et des types d'univers totalement riches et diversifiés chacun. Et voilà. Je vois par exemple qu'il y a encore deux petits ouvrages à présenter. Est-ce qu'on peut un peu les ranger dans une de ces catégories ou pas? Oui, alors donc là, je vais finir par 2 shoujo. Donc, comme je vous ai dit, vraiment dans chaque catégorie, il y a vraiment plein de genres différents. Il y a du thriller, de l'action, de la romance, etc. Mais dans chaque catégorie. Donc là, je vais commencer par un shoujo qui s'appelle 36,000 Seconds in a Day, donc 36 000 secondes par jour, qui est un shoujo humoristique. Donc c'est un manga qui met en scène 4 lycéens qui sont un peu ringards et qui ont créé un club qui s'appelle le Club des Fumistes. Et donc ils passent leur temps à s'occuper de la manière la plus absurde qui soit, à se lancer des défis, des challenges, à inventer des activités assez particulières. Mais voilà, ils s'occupent, ils sont contents, et voilà. Et dans ce premier tome, on va rencontrer Nishina, qui est un jeune garçon qui, lui, il est fan de romance manga. Voilà, lui, son truc, c'est les mangas et particulièrement la romance. Et il s'est juré de jamais tomber amoureux parce que tout est mieux dans le manga que dans la vraie vie, évidemment. Sauf qu'il va rencontrer une jeune fille de son lycée qui fait partie du club manga et qui a égaré une de ses planches, et peut-être éventuellement qui va tomber sous son charme. Donc voilà, on va faire la connaissance de ces 4 membres du club des fumistes. C'est une autrice qui est en plus qui est déjà connue en France parce qu'il y a déjà ses œuvres Monochrome Animal et Mask Noise, notamment, qui sont publiées en France. Donc voilà, on peut retrouver ça dès juin et ce sera en 12 tomes. Ok. D'ailleurs, une petite question qui nous a été posée. Super Beast en combien de tomes? Ah oui, alors Super Beast, pour le moment, il y a 3 tomes au Japon. On ne sait pas encore en combien de tomes ce sera, c'est toujours en cours. Et il y a 4 artbooks. Aussi, fallait que je précise que les artbooks, on ne va pas forcément toujours les sortir en même temps que les mangas. Mais voilà, on va les sortir aussi au fur et à mesure, comme le manga. Et donc le dernier, il me semble que c'est une petite exclue. Ouais, une petite exclue parce que c'est un titre qu'on n'a pas encore annoncé au public. Donc vous avez l'info en avant-première. On est très très content d'avoir ce titre. Donc c'est un autre shoujo qui s'appelle Love of Kill. Voilà, on est très content de publier ce titre qui est assez attendu des fans du genre. Love of Kill, c'est un manga que vous pourrez retrouver dès le mois de mai en 13 tomes. Et qui met en scène donc la rencontre entre un tueur et une chasseuse de primes qui vont être amenés à se rencontrer de manière assez régulière parce qu'ils font à peu près le même métier, donc ils ont à peu près les mêmes gens à tuer. En fait, le tueur va tomber éperdument amoureux de la chasseuse de primes et donc va la poursuivre sans cesse pour essayer de la séduire. Donc voilà, c'est vraiment quand le crime et la romance vont de pair, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc c'est vraiment un manga d'action, un manga assez sanglant, avec beaucoup de suspense, avec évidemment de la romance du coup, mais vraiment on retrouve les chasseurs de primes dans leur mission aussi. Ils vont se faire des ennemis, des gens qui vont vouloir se venger évidemment. Donc voilà, c'est vraiment assez trépidant, vraiment très fun à lire. Voilà. Génial, merci beaucoup. Mehdi, alors là, on se lance quand même dans une sacrée aventure. Tout à fait. Celle du webtoon. Hein. Exactement. Et du coup, c'est de ça dont je vais parler. Attendez, je vais faire en sorte que tout ne tombe pas. Oui, tu me dois bien ça. Oui. Merci, c'est super gentil. Oui, comme tu le dis, du coup, on est très content de lancer à partir du mois de janvier donc, notre label Pika Wavetoon. Alors le webtoon, vaste sujet, les auteurs coréens, donc comme tu en parlais, les auteurs de manhwa et autres, c'est pas quelque chose qui date d'hier forcément. Chez Pika, on a toujours eu dans l'ADN de Pika des auteurs coréens. Les auteurs, le duo d'auteurs Yoon In-wan et Kyung Young-il, qui avaient signé le nouvel Hangyo-onchi. On avait sorti aussi Areade, Priest, L'homme de la mer. Il y a eu beaucoup d'incursions en fait avec les artistes coréens. Donc ça a d'abord été une politique d'auteur, je dirais, de suivre nos auteurs parce que pour beaucoup, ils ont fait leurs armes dans les magazines de prépublication de manga au Japon.
Et on attendait leurs nouvelles œuvres, elles n'arrivaient pas, et on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient retournés en Corée pour créer leur propre studio de webtoon et former en fait une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices qui allaient faire donc du webtoon en digital, comme tu en parlais tout à l'heure. Donc on les a tout simplement suivis et on a pris notre temps en fait pour monter le meilleur des partenariats pour arriver sur ce marché parce que beaucoup s'y sont essayés de mes confrères, et voilà. C'est encore un marché embryonnaire et nous, on a pris notre temps pour bien se lancer et développer un partenariat entre Pika et le studio Red Ice. Le studio Red Ice en Corée, c'est ce qui se fait de mieux en créateur de contenu webtoon, puisque ce sont eux qui sont derrière le hit Solo Leveling, que je pense tout le monde connaît ici. Et Omniscient Reader's Viewpoint, Omniscient Reader, lecteur omniscient, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est aussi un titre du studio Red Ice. Alors, je vois que Pascal, que ça vous fait rire, effectivement, se lancer. Non, mais c'est vrai que se lancer dans l'univers du webtoon, ça paraît vraiment audacieux, quoi. Disons que ce qui est arrivé, c'est que les éditeurs ici n'ont pas su quoi en faire. C'est un objet tellement différent, tellement atypique. Et puis par rapport à notre intuition, on est quand même dans ce monde occidental où le livre a une valeur sacralisée, le livre, le beau livre. Et donc, comment aborder ça? Comment aborder des images qui scrollent sur un écran? Comment en faire quelque chose? Entre l'intuition qu'il faudrait y aller, et y aller vite pour garder des parts de marché, pour les sauvegarder, et puis la réalité de ce qu'ont été les accueils des premières bandes dessinées issu de ce webtoon, effectivement, il y a si j'ai souri ou si j'ai ri à ce moment-là quand Mehdi a parlé de ça, c'est parce qu'il y a eu une envie, mais une envie derrière avec peut-être pas la bonne approche. Alors quelle sera la bonne approche? Est-ce que c'est celle-là? C'est tout le mal que je souhaite. Merci. Et c'est vrai que nous, on a une ambition très réelle, c'est de rebattre les cartes en fait de ce marché qui est encore embryonnaire. Et comment faire pour aborder ce nouveau médium? C'est d'être au plus près en fait des artistes coréens qui font cet exercice de transition aussi pour nous et de mise en page pour que le webtoon en fait sonne bien comme une bande dessinée qui pourrait être appréciée de nos lecteurs et nos lectrices, parce que tous les webtoons digitaux pour moi ne sont pas aptes à réussir ce passage, cette transition du digital au papier. Croyez-moi, c'est le cas d'Omniscient Reader Viewpoint, il est carrément attendu. J'en veux pour preuve qu'il est donc prépublié sur la plateforme Webtoon de Naver. Et là, je crois que c'est plus de 3 millions d'abonnés qui suivent la série. C'est on avoisine les 300 millions de vues sur un Webtoon. Donc, je sais qu'on a agité beaucoup de chiffres quand on parle de ce titre, mais croyez-moi, ça n'a pas la même saveur. En tout cas, c'est la prétention qu'on a, parce qu'il en faut pour arriver sur ce nouveau marché, ce nouveau challenge. Mais encore une fois, voilà, c'est pas étranger à l'ADN de Pika. On est content de revenir avec ce genre d'auteurs et d'autrices. Et voilà, je pense que c'était le meilleur fer de lance qu'on pouvait avoir. Et je tiens à dire, comme pour les BD de 619, ça brille de mille feux. Elle est où la caméra? Voilà, vous devez être ébloui à cette heure-ci. Voilà, c'est aussi ça le défi de ce genre de titre, c'est qu'on doit vraiment avoir de très beaux écrans pour que les gens, les lecteurs, lectrices aient envie de les collectionner. Et, encore une fois, c'est comme le disait Agathe, c'est vraiment, on veut des écrans qui mettent en valeur le contenu, qui n'a rien à envier au manga, à la BD. C'est une nouvelle donne. Tout à fait. Alors sur l'adaptation, sur le contenu, quelle est la différence visuellement si je regarde un webtoon qui passe en papier et un manga? Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, tout est question de verticalité ou d'horizontalité. Okay. Ça a l'air technique dit comme ça, mais non, c'est tout bête. C'est juste que le webtoon digital, en fait, sur le smartphone, on va scroller. Et là, vraiment, c'est une lecture, une narration très verticale. Donc, évidemment, le dessin, la narration, tout est pensé. Même les bulles, en fait, sont articulées de façon à ce que la lecture soit la plus agréable possible. En scrollant, donc à la verticale. Et à partir du moment où il y a un passage en maquette, j'ai d'ailleurs un très bon exemple. Évidemment que cette page-là n'est pas du tout maquettée pareil sur le digital. Sur la version digitale, c'est le prologue en fait à Omniscient Reader's Viewpoint. Et comme dans tout bon webtoon, il y a toujours un prologue qui vous met trop l'eau à la bouche et qui vous montre déjà ce que les héros sont devenus. Donc il y a des indices qui sont disséminés et effectivement cette double page qui est un peu la promesse de ce que va être ce webtoon, elle n'est pas du tout traitée pareil au format digital.
on découvre les personnages de cette double page au fur et à mesure en fait. Donc finalement, c'est 2 expériences de lecture qui se complètent vraiment. On verra plus de dessins grâce à notre version papier, et on verra, en tout cas, on aura une autre expérience de lecture grâce au webtoon. Donc voilà, un peu une preuve en image. Je ne sais pas si ça t'a parlé. Si, non, mais ça me parle énormément parce qu'effectivement, les prologues sont quand même ultra forts et on a envie de dépenser tous nos coins pour savoir à chaque fois la suite. Mais c'est vrai que c'est une vraie spécificité du webtoon, c'est de tenir vraiment son lecteur, sa lectrice en haleine. Et ils sont très forts pour ça, et ce titre-là ne dérogera pas à la règle. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Plus classique, après on part sur du manga quand même, qui est le cœur de la maison en fait. Tout à fait. Donc je voulais parler cette fois-ci, dans l'ordre, si je ne me trompe pas, Thunder 3. Oui, c'est ça. Thunder 3. Donc c'est une nouveauté manga cette fois-ci dans la collection shonen, donc comme tu les as très bien définies, quoique c'est vrai que ces collections n'ont pas beaucoup de sens. Ce titre-là, ça pourrait très bien être un shonen, qu'un seinen ou autre chose, tant c'est complètement original. C'est un vrai ovni, ça aurait pu s'appeler Pika OVNI, là, rien que pour lui. Thunder 3, en fait, on commence dans un univers qui ressemble beaucoup à un dessin animé rétro, en fait. Voilà. C'est une sorte d'hommage au dessin animé de Mushi Productions, qui était la maison de production de Osamu Tezuka, qui n'a pas été qu'un auteur de manga, le dieu du manga, s'il vous plaît. Il a aussi, grâce à cette maison de production, produit beaucoup de dessins animés, inspirés évidemment de ses œuvres, dont le célèbre Astro Boy. Et c'est vrai que les héros de Thunder 3 ont vraiment l'air d'en sortir. On suit trois collégiens qui mènent leur petite vie tranquille jusqu'au jour où leur professeur, en fait, qui croit beaucoup aux théories du multivers, petite thématique à la mode, les 3 garçons en fait lui chipent un DVD qui glisse dans leur lecteur une fois rentrés à la maison, et il se trouve que ce DVD est en fait une porte vers un autre monde, le nôtre. Et la télé se transforme en fenêtre, comme un espèce de petit vortex qui mène à notre monde. Et en fait, la petite sœur du héros, Piontaro, qui est au milieu là, de ces 3 enfants, se glisse dans ce monde-là, sauf que c'est pas vraiment notre monde. C'est un monde qui a l'air d'être dans un futur plus ou moins proche, où des aliens, ou des êtres robotiques, ou des vaisseaux spatiaux, en fait, qui soi-disant font régner l'ordre, pullulent dans ce monde. Et donc évidemment, les 3 garçons vont partir à la recherche de cette petite qui s'est égarée dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, ces 3-là, en fait, ont des pouvoirs de super-héros, tout bonnement, qui n'ont rien à envier aux Avengers. Et dans ce monde-là, une sorte de milice qui kidnappe la petite fille, Futaba, je n'avais pas dit son prénom. Et on est dans un monde vraiment qui mêle science-fiction, action, c'est hyper original. Faut pas se fier, en fait, justement, c'est trompeur, là, le design des petits garçons, là, ça finirait pas chez le renard doré, ça, très, très clairement. Parce qu'en fait, ça part très vite en vrille. Avec, je vous l'ai dit, voilà, ce sera un peu compliqué là de montrer le livre, mais des planches sont censées... Oui. Voilà. On n'a pas de retour, c'est quand même dommage. Mais en clair, voilà, il faut vraiment, c'est le genre de manga où il ne faut pas se fier aux apparences. On passe un très bon moment de lecture, et voilà, vraiment placé sous le signe de la science-fiction et de l'action, c'est 2 thématiques assez chères au manga. Avant de continuer sur le manga, on me demande combien de tomes pour Omniscient Rider. Est-ce que ça se compte en tomes d'ailleurs Exactement. En fait, Omniscient Reader's Viewpoint, chaque tome, en fait, qui vont avoisiner les 260 pages à chaque fois, vont regrouper un certain nombre d'épisodes contenus dans chaque saison du webtoon digital. Mm-hmm. Et je crois que la série comptera pas plus d'une dizaine de tomes. C'est-à-dire que ça s'est fini récemment, ou ça va se finir très bientôt. Parce qu'en fait, ce webtoon est adapté d'un web-roman. Okay. Je m'aperçois que je n'ai même pas parlé de l'histoire de Omniscient Reader. J'ai tellement peur de ne pas avoir assez de temps. Mais en un mot, un seul, en fait, on est dans un monde qui va basculer dans l'apocalypse. Encore une histoire de fin du monde. Et là, le héros, le lecteur omniscient, en fait, c'est celui qui sait tout de ce qui va se passer. Dokja, c'est le héros principal de cette histoire. Et voilà, jeune salaryman, un petit peu lambda, qui n'a pas eu une vie très excitante. Et en fait, le seul lecteur d'un web roman qui s'appelle The World After the Fall.
Et dans ce roman, en fait, ce sont les événements de la fin du monde qui sont décrits. Et c'est le seul, en fait, à savoir ce qui attend l'humanité et ce qui va la pousser à sa perte. Donc il est le seul sauveur, lui qui n'avait rien demandé à personne. On a quand même des auteurs un peu angoissés depuis le début de ce webinaire, beaucoup d'histoires de fin du monde. Ouais, mais quand on parle d'entertainment et de science-fiction, de fantastique, on a aussi envie de voir des sauveurs et des gens qui vont s'en sortir. Hein. C'est vrai. Tout le monde ne va pas forcément mourir à la fin. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. le prochain titre, alors le nom est un peu compliqué, Kogurakukai. Redites-moi ça. Il faut que je le relise. Non, Goku Rakugai. C'est ça, voilà. Goku Rakugai. C'est vrai qu'on a plein de mangas maintenant avec des titres, on se dit mais c'est imprononçable, on va pas sortir ça comme ça. Et pourtant, Gachi Akuta, Jujutsu Kaisen, Goku Rakugai. En fait, les lecteurs, les lectrices s'y font, on y arrive, il faut s'entraîner devant sa glace chaque matin. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on a des lecteurs et des lectrices qui sont hyper avertis sur ce qui paraît au Japon et publier les titres avec ce genre de... Enfin, tout simplement conserver le titre VO n'est plus un problème, tant que la qualité suit. Et puis juste des fois, on n'a pas le choix. C'est aussi les ayants droit qui nous obligent à conserver les titres. Ça, c'est pour les coulisses d'une autre émission. Mais en tout cas, Gokurakugai, c'est en fait le nom d'un quartier, le quartier de Gokuraku, qui s'apparente un petit peu au quartier de Kabukicho au Japon. Pour les chanceux et chanceuses, j'en vois qui hochent la tête, qui ont l'occasion d'aller au Japon. C'est un peu le quartier rouge de Tokyo. L'atmosphère de ce quartier, c'est un peu aussi les rues hongkongaises. C'est un peu un mix de tout ça. Et c'est un quartier vivant, tout ce qu'il y a de plus populaire, sauf qu'une fois la nuit tombée, des sortes de démons, en fait, des calamités, en fait, menacent les rues et les habitants du quartier. Et c'est ce duo, constitué de Tao, la fille, et Alma, le garçon, qui sont les seuls à pouvoir vous sauver si jamais vous vous retrouvez aux prises avec ces démons-là. Donc, c'est un duo qui règle les problèmes du quartier, mais qui sont en fait font partie d'une organisation secrète, qui détruit donc ces calamités. Il faut savoir que le jeune homme a du sang mêlé, en fait, est mi-humain, mi-démon. Il utilise donc les pouvoirs de ses adversaires pour les trancher, il n'y a pas d'autre mot. Tant qu'à elle, ouais, c'est réjouissant. Mais il y a aussi de l'humour et des moments fun. Parce qu'une fois qu'il s'est battu, il doit beaucoup manger et se ressourcer. Donc voilà, c'est quand même des moments sympas. Tao, la fille, est une experte en gunfight. En fait, elle manie les flingues comme personne. Et plutôt que d'avoir de la poudre dans ses balles, en fait, elle a du sang de son collègue Alma, parce que le sang de démons et d'humains, c'est le moyen de d'exorciser en quelque sorte ces démons qui, je ne vous l'ai pas dit, prennent possession de cadavres. Super. Voilà, c'est sympa. En attendant, c'est vraiment des thématiques qui plaisent beaucoup aux lecteurs et lectrices au Japon, puis même en France. C'est vraiment une série que je place entre Jujutsu Kaisen, pour cette thématique un peu d'exorcisme moderne et puis de personnages un petit peu torturés quand même. Et puis il y a l'exigence graphique de Blue Exorcist. Blue Exorcist, c'est un titre qui brille là aussi par ses qualités graphiques. Ça tombe bien, ce manga-là provient du même magazine que Blue Exorcist. Et c'est donc le dernier gros hit de la maison Shueisha. Et derrière l'éditeur japonais Shueisha, il y a One Piece, Spy Family, My Hero Academia. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais c'est le nouveau hit de ce label-là. Ça sort en juin. C'est une épreuve non corrigée que j'ai ramenée ici. Le manga n'est évidemment pas encore prêt. Mais en tout cas, c'est vraiment un des gros enjeux pour Pika cette année-là. Trop bien. Alors, une autre volonté aussi, au-delà de toute cette veine webtoon, c'est de casser, il me semble aussi, si on peut dire, les idées reçues autour du shoujo et du côté un peu mielleux, on va dire, qui peut être associé un peu à tout ça. Ouais, je pense qu'Océane en parlait un petit peu. Ce sont des étiquettes parce qu'à un moment donné, il faut bien s'y retrouver.
Ce sont aussi des étiquettes, bon voilà, on va parler shoujo donc, parce qu'il y a aussi une origine en fait des magazines où les auteurs sont prépubliés au Japon, donc voilà, c'est aussi important à un moment donné de catégoriser nos titres, mais finalement c'est des fois des étiquettes qu'on ferait bien voler en éclats, tant ce qu'on va proposer en shoujo va vraiment, je pense, prendre à contre-pied beaucoup de lectrices et de lecteurs, j'espère, parce qu'une des aspirations c'est d'avoir aussi un lectorat masculin pour nos titres shoujo. Et donc en février prochain, mois de la Saint-Valentin, plutôt que de proposer une énième romance qui peut quand même être chouette, hein, on propose plutôt Limite. Alors Limite, c'est un manga de survie où là aussi les gens meurent, je suis désolé, hein, c'est vraiment un peu le point commun. En fait, c'est un voyage scolaire qui se passe mal, où une grande partie des étudiants et de leurs professeurs perdent la vie après un accident, et seules quelques survivantes doivent réussir à trouver les ressources nécessaires pour ne pas périr en forêt. Sauf que parmi ces survivantes, il y a des filles qui n'ont pas vraiment d'atome crochu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a beaucoup de cas d'harcèlement et de brimade, vous savez, dans tous les lycées du monde, mais c'est assez poussé quand même au Japon. Et en fait, les filles, les élèves en fait, qui étaient persécutés quand tout allait bien au lycée des protagonistes, suite à cet accident, en fait, le rapport de force s'inverse. Et là, on n'assiste pas seulement à une survie de jeunes filles qui sont menacées, mais aussi à un nouveau rapport de force entre elles. Donc c'est quelque chose qu'on n'a évidemment pas l'habitude de lire en shoujo. On a donc du suspense, on a, comment dirais-je, oui, de la survie. Et c'est assez rafraîchissant de voir ça en shoujo parce que c'est traité avec un graphisme et des codes qui sont propres au shoujo. Et pourtant, c'est pas le triangle amoureux habituel du lycée. Non pas que, encore une fois, ce ne soit pas bien. Juste, c'est quelque chose qui change. Et on se disait qu'en février, c'était pas mal d'avoir ça. Donc Limite, ça sort en février, terminé en 6 tomes. Et voilà, il y aura un nouveau tome tous les 2 mois. Ah, c'est intéressant, on retrouve un petit peu aussi les traits de Yellow Jacket, cette série sur Canal justement, où des jeunes filles survivent à un crash et les rapports de force changent, ce qui est toujours assez agréable, effectivement. Exactement, il y a de ça. On peut aussi penser dans notre catalogue à Dragon Head de Minetaro Mochizuki. Voilà, quand on voit des personnages qui sont un peu confrontés à l'horreur et qui vont essayer de dépasser leurs peurs et leurs craintes pour tout simplement survivre. Il y a un peu de tout ça et c'est très rafraîchissant, encore une fois, de lire ça en shoujo. Il reste un dernier ouvrage, il me semble, sur un avant-dernier, mais ça dépend du temps dont on dispose. Mais pour rester dans le shoujo et encore une fois dans les thématiques qui changent un peu, on proposera en avril You're My Soulmate. Donc là, ce sont 2 titres qu'on a vraiment annoncés tout récemment. Et là aussi, je trouve qu'on est dans quelque chose qui change. Alors, c'est une autrice vraiment attendue. C'est l'autrice de Waiting for Spring dans le catalogue Pika, qui avait déjà bien fonctionné. Et même si c'est pas la même histoire, que c'est pas les mêmes personnages, c'est comme si on suivait les personnages, les lycéens et lycéennes de Waiting for Spring, qui grandissent et qui deviennent du coup des étudiants. En fait, voilà, c'est le quotidien de jeunes universitaires ici qu'on aime à suivre et principalement donc la protagoniste qui a quitté sa petite campagne japonaise depuis 2 ans, qui s'est plongée dans les études et qui en fait a un petit peu oublié de penser à elle. Et incitée par ses amis, elle va s'ouvrir un peu plus à l'autre, essayer de trouver l'âme sœur. Et voilà, on est vraiment dans ce quotidien de jeunes, de vie citadine, de fast life un peu tokyoïte. Ça se passe mieux que dans les rues du quartier de Gokurakugai. Là, on essaye juste de trouver l'amour. Et là aussi, on a affaire à des personnages qui changent pour un shoujo. Alors, on essaye de me refaire dire le nom de Kogurakugai. Combien de tomes Gokurakugai, en fait, a 3 tomes actuellement au Japon. Et la série est toujours en cours. Et la série, en fait, se classe dans les tops des ventes à chaque nouveau tome, au milieu des Chainsaw Man, des Dandadan et autres. Alors même qu'il n'y a que 3 tomes et qu'il n'y a pas tout le support de dessins animés et de merchandising, en fait, si typique des succès au Japon. Donc voilà, 3 tomes pour le moment. Okay. Et Thunder 3 Thunder 3, lui, a 4 tomes, toujours en cours. Et lui aussi, il a bénéficié d'une belle aura au Japon, puisqu'il a fini top 4 au Kono Mangaga Sugoi, qui est en fait le prix le plus prestigieux au Japon. Littéralement, ça veut dire ce manga est formidable. C'est un classement qui réunit en fait
En catégorie masculine et féminine, tout ce qui se fait de mieux en manga est Under 3 et actuellement top 4. Allez, un dernier titre. Je sais pas, vous devez regretter de me poser une question parce qu'à chaque fois, je réponds à votre question et je mets d'autres infos que j'ai oubliées. Ah, c'est le talent. Désolé. Alors, c'est le dernier titre. Il s'appelle Welcome Back Alice. C'est un seinen de l'auteur Shuzo Oshimi. Et Shuzo Oshimi, c'est déjà un auteur qui a une belle communauté au Japon. C'est l'auteur des Liens du sang, c'est l'auteur de Happiness, c'est l'auteur des Fleurs du mal, c'est l'auteur de Dans l'intimité de Marie. Et avec Welcome Back Alice, en fait, cet auteur va nous parler de transidentité. C'est une thématique, mine de rien, qui n'est pas tant abordée que ça en manga. Et lui le fait avec sa patte qu'on lui connaît. Il y a un côté un petit peu dérangeant, finalement, parce que c'est un triangle en fait, d'amis avec deux garçons, dont un qui est éperdument amoureux de la fille de ce triangle. Sauf qu'il n'a jamais osé lui dire. Et c'est plutôt son pote qui, finalement, a conclu avec elle. Donc, finalement, ça sème un peu la zizanie dans ce triangle. Mais ce garçon déménage. Et alors que, du coup, notre héros, Yohei, celui qui a des lunettes, se dit qu'il va profiter du lycée pour pouvoir, finalement, retenter sa chance avec cette fille. Et ben, il voit que son ami qui avait déménagé revient, mais ce n'est plus un garçon. Désormais, il est accoutré comme une fille, il veut qu'on le considère comme une fille. Et pour autant, le triangle se reforme avec son lot de relations assez perturbées parce que ce jeune homme va avoir un comportement assez étrange où il va perturber son ami et finalement va réussir à le faire douter de ce qu'il peut ressentir. Donc, Shuzo Oshimi, c'est vraiment un auteur qui adore mettre en scène les premiers émois des jeunes filles, des jeunes garçons, mais qui n'a pas de tabou sur le mal-être, en fait, que ces personnages peuvent ressentir. Et ce titre-là a vraiment une saveur particulière parce que c'est limite très autobiographique. L'auteur, qui est un homme, ne se sent pas à l'aise dans cette enveloppe masculine. Il le dit de façon très transparente et courageuse dans chaque postface des 9 tomes, je crois, que compte cette série. J'anticipe ceci à une question. Et en clair, c'est vraiment une façon d'aborder cette thématique, mais de façon très particulière. Et c'est un auteur qui a été récompensé à Angoulême l'année dernière pour sa série Les Liens du sang. Donc ça nous paraissait de bon ton de le proposer le mois du festival, puisque c'est un auteur dont on n'a pas fini d'entendre parler, vraiment. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à vous. Bon, ça y est, c'est le moment de se quitter. C'était tellement rapide. Beaucoup, je ne l'ai pas précisé, mais d'éditeurs que vous avez vus aujourd'hui seront présents à Angoulême. Donc, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à leur poser d'autres questions si vous en avez d'autres. Et voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau webinaire.